Ce livre aussi a voulu être, comme je l'ai dit, un cri du cœur sur un phénomène qui n'est peut-être pas nouveau. L'émigration de tout le temps, les peuples bougent, les peuples voyagent. Mais ce phénomène d'exode massif des jeunes de nos pays qui se jettent dans les océans jusqu'à ce qu'on puisse parler d'un livre, Le ventre de l'Atlantique ou Le cimetière de l'Atlantique. Ce phénomène qui est révoltant nous interpelle tout père de famille, interpelle toute conscience, interpelle tout décideur public, mais interpelle toute personne qui a une voix publique qui porte ou bien qui est entendue. J'ai voulu m'intéresser à cette problématique parce que, comme vous le savez, ce livre est parti d'une expérience que j'ai vécue. Au détour d'un voyage, je rencontre une horde de jeunes qui voyagent. J'ai dit horde de jeunes parce que c'est des gens désespérés qui n'avaient plus la raison. C'est pour ça que je ne suis pas dans le péjoratif, je veux être dans le factuel et dans le précis. Et ces gens partaient dans une aventure inconnue, périlleuse, et étaient conscients d'y laisser leur vie. Et ça, c'est le côté bestial de l'aventure. On va vers quelque chose au risque de sa vie. Et quelque chose dont on n'est même pas certain de l'issue. Et c'est ce qui a certainement interpellé ma conscience pour me dire que je ne peux pas ne pas parler de cela. J'ai aussi la chance, en discutant avec ces jeunes que j'ai croisés dans un vol en partance pour le Nicaragua, moi je n'allais pas au Nicaragua, j'allais ailleurs, j'ai pu échanger avec eux, garder des contacts. Et ces personnes, hommes et femmes, sont restés pendant tout le long de leur pérégrination en relation étroite avec moi, ont partagé leurs peines, leurs satisfactions, leurs inquiétudes, leurs angoisses. Et à chaque fois, c'était des témoignages qu'ils me faisaient, c'était des images que je recevais d'eux, des vidéos, des photos ou bien des narrations de scènes vécues. Et cela, j'ai pu le conforter aussi avec mon expérience personnelle. J'ai pu, parmi certains pays qui ont été visités par ces voyageurs, j'ai eu à séjourner dans ces endroits, à connaître la réalité du terrain. Et c'est ce qui a fait que tout est vrai dans le livre en quelque sorte. Tout est vrai jusqu'au lieu, jusqu'au moindre restaurant, jusqu'à la moindre avenue, jusqu'à la moindre boutique. Tout est vrai dans le livre. Ça aussi, c'est un travail de vérité, mais aussi d'exhaustivité que j'ai voulu faire. En quelque sorte, c'est peut-être le journaliste qui semblait faire un reportage de terrain, qui écrivait un roman. J'ai essayé un peu d'utiliser peut-être les techniques journalistiques du reportage, collées à la réalité, collées aux faits, pour décrire peut-être une fiction. Mais cette fiction aussi, elle n'est pas que seulement fiction. C'est un peu le condensé, ou peut-être l'agrégation de différentes situations réelles, ou vécues. On parle de l'infanticide, commis par Kétier. C'est une situation que le greffier que Madiambal Diagne a vécu dans son cabinet d'instruction, à Saint-Louis justement. Et donc c'était quelque part aussi un témoignage que j'apportais sur les procédures judiciaires, sur les difficultés de prise en charge des détenus qui n'ont peut-être pas de conseil. Figurez-vous bien, madame, j'ai vécu la même situation hier. J'étais à la prison de Rebeuss pour voir un ami. Un détenu m'a approché pour me dire oui, mais je voudrais que vous m'aidiez. Je dis comment? Il dit oui, je suis là depuis 2 ans. Je suis placé sous mandat de dépôt pour avoir été accusé d'une tentative de viol. Depuis mon inculpation, je n'ai pas été entendu au fond. Je suis là depuis plus de 2 ans, il m'a dit 3 ans. Alors ça m'a un peu heurté. Il n'a pas de conseil, il n'a personne pour s'occuper de lui. Je lui demande son nom et le juge du cabinet. Il me le dit, je sors de la prison de Rebeuss, je vais directement au tribunal. Je demande à voir le juge d'instruction, je vois une dame gentille, très sympathique, très ouverte. Je lui expose le cas. Tenez-vous bien, madame. Elle me dit, j'ai 750 dossiers dans mon cabinet que je viens de prendre il y a 2 mois. Et parmi ces 750 dossiers, il y a 250 détenus. Humainement, qu'est-ce qu'elle peut faire, cette dame? Rien du tout, ou très peu de choses. Néanmoins, elle prend note et promet de faire extraire le détenu pour l'entendre au fond et éventuellement peut-être faire poursuivre sa procédure. Peut-être ce jeune a la chance de tomber sur quelqu'un pour porter son message. Combien de milliers de détenus sont dans cette situation-là? Je crois que c'est des champs de témoignages comme ça aussi qu'il faut apporter. C'est dire simplement que nous avons en face
des réalités sociales de notre pays, nos difficultés, nos contraintes, les limites d'un pays sous-développé, les limites que nous impose la pauvreté. Mais il y a toujours l'espoir aussi. L'espoir d'une jeunesse qui peut s'en sortir. Et mon plaidoyer dans ce livre, c'est de faire en sorte que les jeunes croient qu'ils peuvent trouver une issue dans leur propre pays. Je veux décourager l'idée d'aller à l'aventure et de croire que l'herbe est plus verte chez le voisin. Je pense que c'est l'objectif premier de ce livre, de chercher à fixer les jeunes au terroir, de leur demander de faire plus de résilience, plus de courage, mais aussi plus d'entre-gens et plus de sens de l'initiative. Je pense qu'à ce prix, certainement que la situation ne sera peut-être pas rose comme d'aucuns pourront l'espérer, mais au moins que ces milliers de vies perdues dans l'océan, ces milliers de vies perdues dans les déserts, ces milliers de vies perdues dans les forêts amazoniennes, peut-être qu'on en fera l'économie et que ça pourra participer au développement économique et social de nos pays. Il y a une autre dimension qu'il y a dans le livre, c'est un peu cette dimension de proximité de l'humain. J'ai voulu expliquer que l'Africain ou le Sud-Américain ou la personne qui vient d'Asie n'en demeure pas moins être des humains qui sont liés par le sens de l'humain et qui parfois trouvent des réalités qui sont les plus communes à tout genre humain, par la culture, par la religion, par le mode de vie, par, disons, la façon de vivre ou la façon de faire, et même jusqu'à l'alimentation. J'ai voulu, ou bien jusqu'à la pratique de la religion. Je pense que dans le livre, vous verrez un peu des aperçus du genre. Aïssa, tu as parlé d'Abou Simbel. J'ai voulu aussi dans ce livre essayer de décomplexer l'Africain. Essayer de décomplexer l'Africain par rapport à notre histoire et à notre culture. Montrer que, par exemple, en Amérique latine, il y a par exemple les pyramides Inca, les pyramides Maya, qui ont une, je ne dis pas une translation, parce que on peut oser de le dire, mais qui ont une similitude ou une proximité architecturale et archéologique avec les pyramides d'Égypte et du Soudan, du pays de Kouch, qui mérite d'être visité par nos historiographes et par nos sociologues ou nos anthropologues. J'ai voulu montrer que l'Afrique a été à ce niveau. L'Afrique a été à cette pointe. Peut-être. Et dans le livre, vous verrez des questionnements sur qu'est-ce qui a brisé cette dynamique de l'Afrique. Et c'est justement la scène devant la Maison Blanche. C'est pour questionner notre rapport par rapport à la démocratie, dans notre histoire à nous. L'épopée de Thierno Souleymane Baal, ça a été visité dans ce livre. Le pacte de Kouroufa, le pacte du Mandé, ça a été visité dans ce livre. C'est-à-dire, on est devant la Maison Blanche, c'est le haut lieu de la démocratie, c'est peut-être l'homme le plus puissant du monde dort dans cet endroit-là. Dans la pelouse de la Maison Blanche, il y a ce qu'on peut appeler la scène qu'on vit dans le Hyde Park à Londres, où le speaker vient dire ce qu'il veut, librement, sans être inquiété. C'est aussi un parallèle ou un clin d'œil à nos réalités africaines, nous, par rapport à la démocratie. Je crois que ça aussi, c'est quelque chose, c'est quelque part l'audace de l'auteur de faire ce parallèle pour montrer jusqu'où on a à apprendre aussi de la liberté et de la démocratie. C'est jusqu'où aussi on a à apprendre des modes de fonctionnement, par exemple, de la démocratie. Parce que, par exemple, si vous voyez sur la Pennsylvania Avenue, le cortège de la vice-présidente des États-Unis qui passe avec 2 véhicules seulement, alors qu'ici, n'importe quel ministre peut passer avec un cortège de 3 ou 4 véhicules, avec une garde rapprochée et des gyrophares. C'est vous dire la simplicité et ce rapport par rapport au pouvoir. C'est des problématiques qui sont nombreuses, que j'ai essayé de visiter et d'embrasser dans le livre. Je suis satisfait ou content que Aïssata l'ait aimé, qu'elle vous ait encouragé à le lire. J'espère que vous y trouverez peut-être matière à réflexion. C'est un premier livre, un premier roman. Bon, j'ai fait quelques essais politiques avant. J'ose espérer que si l'accueil est aussi enthousiaste, l'accueil du public est aussi enthousiaste que le dit Aïssata, j'espère que ça m'encouragera peut-être à produire un autre livre. Je suis sur un autre manuscrit, mais qui parle d'histoire politique, qui pourra peut-être
dans 3-4 mois pouvoir être en librairie. Mais je pense que j'aime écrire dans ce genre littéraire, dans le roman, dans la fiction. Ce livre m'a beaucoup plu. Très sincèrement, le livre m'a beaucoup plu. Et je pense que je vais persévérer ou poursuivre à écrire sur ce genre-là, étant entendu que tout dépendra aussi de l'accueil que le public en fera. Parce que quand on écrit, c'est pour